Bonjour tout le monde. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler de démocratie délibérative avec un projet qui aura lieu à Liège en 2026, qui s'intitule simplement PAPOU, de son petit nom, pour en fait participation des publics, et qui traitera des questions d'emploi, d'éducation et de formation, avec au centre de la réflexion des personnes, des publics dits éloignés de l'emploi. Alors l'initiative, elle part d'une question assez simple. Où sont les gens, les stagiaires, les publics précarisés et vulnérables que les associations et les institutions ont vocation d'accompagner et d'aider, les candidats et candidates potentiels que les entreprises ne parviennent pas à attirer? Le projet Participation des publics propose de chercher des réponses auprès de citoyennes et de citoyens qui peinent par leurs caractéristiques sociales et leur situation de vie à accéder au monde du travail. Donner la parole à ces personnes, c'est l'objectif du projet, mais pas n'importe comment, selon les principes de la démocratie délibérative, un type de démocratie à la fois moderne et tout à fait ancien, puisqu'on le pratiquait déjà dans la Grèce antique. Alors pour nous expliquer tout cela, donc à la fois le projet et le concept de démocratie délibérative, on accueille aujourd'hui Nadine Janssens, qui est analyste et chargée de projet à l'instance Bassin de Liège, un organisme public qui a pour mission de tisser du lien entre les entreprises, les partenaires sociaux, les acteurs de l'enseignement et de la formation qualifiante, et ceux de l'insertion sociale et professionnelle. Cette mise en réseau, elle se fait la plupart du temps par l'entremise de projets orientés vers des secteurs d'activité, ou plus transversaux comme celui dont on va parler aujourd'hui. Ils essaient dans tous les cas de répondre à des besoins identifiés mais non rencontrés sur le territoire. Alors Nadine, bienvenue et bonjour. Bonjour. Tu fais partie du groupe de travail qui prépare ce projet depuis maintenant plus de 2 ans, je pense. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour commencer, nous expliquer en quoi consiste ce panel délibératif? Un panel délibératif, c'est une idée qui est à la fois simple et complexe. Il s'agit de rassembler un échantillon de personnes. Alors, ce sont des personnes que l'on appelle éloignées de l'emploi. Éloignées de l'emploi avec des difficultés pour accéder au marché de l'emploi. Ce sont par exemple les NEETs. Hein, c'est ces jeunes qui sont ni aux études, ni en formation, ni à l'emploi. C'est également les personnes peu ou pas qualifiées, les personnes qui sont au chômage depuis 2 ans et plus, les malades chroniques, les personnes sans abri, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou d'origine étrangère, ou encore les familles monoparentales, qui sont généralement d'ailleurs des femmes. Et donc on va demander à ces personnes de réfléchir et de répondre à 3 questions. La première question: quelle place aimeriez-vous donner au travail, à l'emploi, à la formation et à l'éducation? Deuxième question: comment pourraient-ils, tous ces concepts, contribuer à améliorer votre vie? Et troisième question: que faudrait-il concrètement mettre en place pour y parvenir? Voilà, et ces personnes disposeraient de 5 jours pour travailler à ces thématiques en s'informant, en écoutant, en s'exprimant, en dialoguant, en parlant entre elles, en proposant, en délibérant, en votant. Avec à la fin, bien sûr, des propositions d'actions concrètes qui seraient mises sur la table. D'où vient l'idée de ce projet, finalement? Comment est-ce que vous vous êtes décidé à vous lancer là-dedans? En fait, ça fait des années que les acteurs avec lesquels nous travaillons à l'instance Bassin de Liège, donc c'est-à-dire les écoles, les opérateurs de formation, les entreprises, etc., se plaignent, hein, tu l'as rappelé dans ton introduction, de ne pas trouver qui des stagiaires, des apprenants, qui de la main-d'œuvre, des candidats pour les postes vacants. Donc ce n'est ni nouveau, ni spécifique au bassin de Liège, ni même à la Wallonie, c'est quelque chose qu'on constate un peu partout en Europe. Les chercheurs, les chercheuses, les travailleurs, les travailleuses sociales, les politiques s'en préoccupent. Alors, il y a des colloques qui sont organisés, des séminaires, des ateliers. On essaie de trouver des solutions innovantes. Mais au final, ce sont toujours les mêmes, en fait, qui réfléchissent et qui décident pour ces personnes-là. Et les principaux intéressés, on ne leur demande jamais, en fait, ce qu'il faudrait faire. On ne leur demande jamais ce qu'ils en pensent. Et donc, le projet, c'est ça, c'est de leur demander à eux de réfléchir et de proposer des actions concrètes, puisque ce sont eux, en fait, les experts de leur vécu. Et donc les mesures qui sont prises par les politiques notamment, mais ça affecte leur vie à eux, pas la vie des politiques. Donc c'est se dire, mais ces gens-là, en fait, ils sont des adultes, ils sont capables de penser par eux-mêmes et d'avoir une réflexion intéressante. Ok, et est-ce que recueillir la parole de leur public, c'est pas quand même quelque chose que certaines associations font déjà? Oui, tout à fait. Et c'est un travail qui est hyper précieux, quoi, parce que
D'abord, ça permet aux professionnels de ces associations d'adapter, de modifier éventuellement leur démarche, leur processus, leur travail. Et puis c'est une parole qui est aussi recueillie par les sociologues, notamment. Donc ça permet d'analyser une problématique, d'en comprendre les tenants, les aboutissants, et donc d'imaginer à partir de là des solutions. Ceci dit, un panel délibératif va travailler différemment. Donc c'est complémentaire en fait avec ce travail qui est déjà fourni par les chercheurs et par les associations. D'abord, c'est une parole qui est directe. Il n'y a pas d'intermédiation d'une association, d'une université, d'un centre de recherche. Euh, donc c'est un véritable travail aussi. Je veux dire, c'est pas seulement je réponds à une question et je donne mon sentiment ou mon avis. C'est vraiment une construction. On construit une réflexion. On s'informe d'abord, on construit une réflexion, on élabore des pistes d'action concrète et ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on leur offre un espace et 5 journées complètes. Tout ce processus, on le voit bien. Il y a d'autres expériences en démocratie délibérative, depuis plusieurs années d'ailleurs. Ce processus fait que les gens vont évoluer. En fait, il y a un chemin qui se fait. Et donc, ils partent d'une position peut-être, et puis au contact des autres, en écoutant les autres raconter ce qu'ils vivent, etc., ils vont évoluer. Et donc, les propositions, les recommandations qui sont issues de ces délibérations, de ces échanges, elles sont souvent d'un très grand niveau de qualité, de complexité et de nuance. Comme je disais, en fait, c'est faire confiance aux gens et au fait qu'ils sont capables de penser eux-mêmes leur émancipation. Mhm. Ouais, donc on va beaucoup plus loin avec des moyens beaucoup plus élaborés pour recueillir la parole. En parlant de moyens, est-ce que vous n'avez pas peur dans le projet que certaines personnes, particulièrement les publics éloignés de l'emploi, soient réticentes à participer pour toute une série de raisons qui sont matérielles, qui sont familiales? Oui, on a essayé de lister, d'essayer d'imaginer quels pouvaient être les obstacles concrets pour pouvoir justement y pallier. Donc, un premier obstacle, c'est de se dire, je ne suis pas légitime, j'y connais rien, donc c'est leur fournir de l'information. Donc ça fait partie d'ailleurs du processus délibératif. Et puis il y a aussi les obstacles purement matériels, concrets, des personnes fragilisées, précarisées. Et il y a un défraiement journalier qui est prévu, un peu comme dans les jurys d'assises. Donc on est payé en fait pour participer au panel délibératif. Le transport est pris en charge, donc on va payer des cartes de bus. On va payer, s'il y a des enfants à garder ou des parents malades à garder, on va payer la garde de l'enfant ou du parent malade. On peut payer également les services d'un ou d'une interprète en langue des signes ou d'une langue étrangère. Bref, on a essayé de lister, de réfléchir à tout ce qui pouvait constituer un obstacle pour justement lever ces obstacles et favoriser une participation dans des conditions optimales. Mhm. Ouais, je vois que vous avez pensé à beaucoup de choses. On va un peu plus entrer maintenant dans les détails du projet. Est-ce que pour commencer, tu peux un petit peu réexpliquer ce que c'est concrètement la démocratie délibérative pour les personnes voilà, qui seraient un petit peu étrangères au concept? Alors, j'ai déjà dit que c'est assez complexe. Quand je dis complexe, ça veut dire que c'est élaboré. Il y a une méthodologie qui est très précise, très documentée. Et en même temps, c'est pas quelque chose de nouveau. Puisque tu l'as rappelé dans ton intro, ça existait, c'était pratiqué à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. On tirait au sort des citoyens, des citoyennes, enfin non, pas des citoyennes à Athènes. On tirait au sort des citoyens pour faire partie d'une assemblée qui devait justement délibérer sur des questions pratico-pratiques. Une des grandes caractéristiques, donc, c'est le tirage au sort. Pourquoi? Parce que les citoyens et les citoyennes qui sont tirés au sort dans les expériences contemporaines de démocratie délibérative doivent représenter la société dont ils sont issus. Donc il faut qu'il y ait un échantillonnage qui respecte différents critères. Alors ça peut être l'âge, le sexe, le niveau socioculturel, le niveau d'éducation, etc., etc., les critères que l'on veut introduire en fonction de la question qu'on va traiter. Notre projet, il contrevient un peu, enfin il contrevient pas un peu, il contrevient carrément à ce principe important puisque nous, on va viser un public qui est déjà ciblé, enfin qui ne représente pas la société dans son ensemble puisque ce sont uniquement les personnes éloignées de l'emploi. Une autre caractéristique importante de la démocratie délibérative, c'est le processus en lui-même, c'est-à-dire le fait de prendre du temps. En moyenne, c'est entre 4 et 6 jours avec des étapes bien définies. Donc la première,
c'est la prise de contact. Il faut que le groupe se forme, il faut que les gens fassent connaissance, brisent la glace, qu'ils formulent aussi leurs besoins en information, en documentation. Le deuxième jour, la deuxième étape, c'est justement cette prise d'information. On va, je sais pas moi, écouter des experts, visiter des endroits, visionner des vidéos. Ça peut être vraiment plein de formats différents. C'est pas uniquement lire un texte soporifique. La troisième étape, c'est la délibération en elle-même. Alors généralement, ce sont des groupes assez restreints, donc d'une vingtaine de personnes, entre 20 et 30 participants. Ce qui veut dire qu'on va travailler par petits groupes, par sous-groupes. Et puis, il y a des allers-retours avec des plénières où on partage ce que les petits groupes ont dit. Ça se partage en plénière, puis il y a des allers-retours comme ça, donc la délibération. Quatrième étape, c'est le vote. Donc, on va proposer des actions et on va les mettre au vote. Et il faut qu'il y ait entre 75 et 85% de votes positifs pour que une proposition soit entérinée, soit acceptée. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape la plus festive, c'est-à-dire le panel va présenter ses recommandations, qui sont donc les propositions qui ont recueilli entre 75 et 85% de votes positifs. Voilà à peu près le processus global de l'Assemblée délibérative. D'accord, oui, on comprend mieux ce que tu voulais dire par complexe ou par élaboré. En plus de ça, je pense, donc ça, tu viens d'expliquer ce que c'est un panel délibératif. Je pense que vous avez dans votre projet une autre phase qui se fera en amont de la phase délibérative, une phase plus participative qui sera destinée un peu à préparer le terrain, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette phase? Oui, en fait, quand on parle de démocratie participative, démocratie délibérative, la différence est participatif, on essaye de toucher un maximum de gens et le processus est court, donc forcément plus superficiel. Tandis que délibératif, c'est beaucoup moins de gens, je te disais entre 20 et 30 personnes, mais on prend le temps d'aller plus en profondeur, donc c'est entre guillemets plus qualitatif. Donc en fait, le groupe de travail a voulu inclure une phase participative pour essayer en fait de pallier le principal obstacle, qui n'est pas matériel, qui est psychologique, qui est le fait qu'il est extrêmement compliqué de toucher ces personnes précarisées, fragilisées. D'où l'idée de se reposer en fait sur les associations de terrain, sur le réseau qui a l'habitude de travailler avec ces publics-là. Et donc il y a une confiance qui existe entre ces publics et les acteurs de terrain. Et donc c'est jouer sur cette confiance, enfin c'est utiliser cette confiance, c'est utiliser ce réseau-là pour déjà en amont sensibiliser ces personnes à la démarche via ces micro-assemblées qui auraient lieu dans les différentes associations, via ces micro-assemblées, déjà travailler en amont les questions, les trois questions. Ok, et ces micro-assemblées, ça prendrait quelle forme d'un point de vue pratique? Une demi-journée. Ok, Alors, le nombre de personnes, c'est en fonction de ce que les associations pourront mobiliser, quoi, entre 5 et 10, 15, 20 personnes. Ça, c'est vraiment en fonction de la capacité de mobilisation et des publics de ces associations. Mais oui, 2, 3 heures, c'est tout. ok. Simplement pour déjà peut-être, tiens, ces questions-là, il faudrait peut-être creuser davantage cet aspect-là, ce serait intéressant de pouvoir avoir cette info-là. Voilà, c'est vraiment déjà peut-être préparé en amont. Et puis, c'est également ces personnes qui auront été Mhm. sensibilisées via les micro-assemblées vont constituer un, entre guillemets, vivier Ouais, dans lequel on va pouvoir tirer au sort c'est ça. les participants et participantes au panel délibératif. Ok, donc ça prépare vraiment le terrain au panel qui est la deuxième phase. Tu l'as dit hein, juste avant, mais les recommandations, c'est un petit peu le résultat final souvent d'un processus délibératif. Qu'est-ce qu'elles deviennent finalement ces recommandations après le panel? C'est ma première question. Et la deuxième, un peu plus générale, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un processus délibératif? Quels sont les objectifs qui sont raisonnables? À partir de quand, toi, tu considères qu'un processus délibératif est une réussite ou pas, finalement? Ouais, La question des résultats, quoi. ouais, la question des résultats, ça c'est assez variable hein, d'une expérience à l'autre. Il y a des expériences de démocratie délibérative, démocratie, d'assemblée citoyenne qui ont été des succès comme en Irlande par exemple, où ça a permis de voter
la loi de légalisation du mariage homosexuel ou de dépénalisation de l'avortement, grâce justement aux assemblées citoyennes. Ok, oui. Donc il y a vraiment un cheminement, comme je te disais, qui peut se faire grâce à ça, hein. L'Irlande, c'est quand même un Ouais, pays vachement catholique, quoi. Par contre, la Convention citoyenne pour le climat en France, enfin, les résultats étaient super, mais le politique n'a pas suivi. ok. Donc généralement, c'est le politique qui doit suivre. Donc les recommandations, dans le cas qui nous occupe, elles vont être relayées auprès des 24 bourgmestres, des 24 communes de l'arrondissement de Liège. Alors, qu'est-ce que ces bourgmestres vont en faire? Ça, on n'en sait rien. Mais il y a une autre façon aussi de relayer les recommandations et de les faire exister, et où elles peuvent être force d'influence et force de changement, mais c'est le monde, enfin la société civile, quoi. Il y a d'abord le monde de l'entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui sont intéressées en fait par notre projet, et le monde de l'entreprise peut s'emparer de ces résultats et en faire quelque chose. Par exemple, dans leur politique RH, de recrutement, ou quand ils engagent des gens, ben, l'accompagnement des nouveaux collaborateurs. Et puis, il y a aussi le secteur de l'insertion socio-professionnelle, donc les opérateurs de formation, qui peuvent aussi s'emparer de ces résultats, de ces recommandations pour changer, pour adapter leurs pratiques. Il y a les travailleurs, les travailleuses sociales, les mutualités, les syndicats et bien sûr tout le monde de la recherche, des universités, hautes écoles, en passant par les différents centres de recherche. Là aussi, ces résultats, ces recommandations peuvent être tout à fait intéressantes. Il y a aussi, même s'il n'y avait rien du tout, aucune retombée concrète, serait quand même un peu étonnant, pour les participants, les participantes au panel, il y a vraiment, je parlais de cheminement, mais il y a vraiment aussi, au niveau de l'empowerment, de l'agentivité, il y a les gens, tout d'un coup, le fait de reprendre les choses en main, de réfléchir à sa vie, de se poser en acteur de sa vie, de se demander ce qu'on peut faire concrètement, etc. Rien que ça, déjà, ça améliore l'estime de soi, la confiance en soi, et les gens aussi ont changé à la fin du processus. En tous les cas, c'est ce qui ressort de toutes les expériences, y compris les expériences qui n'ont pas eu de retombées politiques significatives. Donc rien que ça, retrouver de la dignité, retrouver un respect de soi-même, je trouve que ça, c'est pas rien, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a plein de résultats possibles finalement pour plein d'acteurs, pour les participants évidemment et les participantes eux-mêmes. Et alors, bah, peut-être d'un point de vue plus pratico-pratique, est-ce que tu peux un peu nous annoncer l'agenda de l'année, puisqu'on sait que 2026, c'est vraiment votre année où le projet va se faire. Il s'est préparé 2 ans auparavant. Quel est l'agenda 2026 pour vous? Ça commence là, maintenant, pratiquement, puisque le premier gros rendez-vous, c'est au printemps, entre avril et juin. On est en collaboration avec 48 FM, donc la radio universitaire de l'Université de Liège, qui organise des ateliers pour préparer justement les futurs participants, participantes aux micro-assemblées ou au panel, hein, d'ailleurs, et les aider. Ben, il y a plein de choses hein, dans ces ateliers, à se réapproprier par exemple le savoir, la parole. La parole, c'est quand même fort connoté hein, au niveau je sais parler, j'ai du pouvoir, quoi. C'est pas pour rien qu'on parle de voix quand on parle de vote. Comprendre le pouvoir des mots, les mécanismes de construction d'un discours médiatique, déconstruire les stéréotypes, hein, les stéréotypes dont ces personnes sont victimes en premier lieu, exprimer son point de vue à travers une interview ou simplement exprimer son point de vue dans un débat, dans un dialogue, dans une assemblée. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Premier rendez-vous super important, 48 FM. Le second rendez-vous, ben, c'est en septembre, probablement la seconde quinzaine de septembre. Là, ce sont les micro-assemblées qui devraient se tenir dans différents lieux, différentes assos de l'arrondissement de Liège. Et pratiquement dans la foulée, mois d'octobre, première quinzaine d'octobre, le grand rendez-vous, la culmination de tout le processus, c'est l'Assemblée délibérative. Merci Nadine, merci beaucoup d'être venue ce matin nous expliquer ce projet qui est vraiment très intéressant et on vous souhaite évidemment beaucoup de succès. Avant de conclure, je pense qu'il y a une adresse mail qui peut servir à vous contacter le groupe de travail. On pense par exemple à une association qui voudrait organiser une micro-assemblée. Est-ce que tu peux nous donner cette adresse mail de contact? Donc c'est papou, P-A-P-U, arrobase, nubo, N-U-B-O.coop, C-O-O-P. Je répète, papou, P-A-P-U,
nubo.coop. Et alors une dernière information également, je pense que vous avez réalisé une FAQ Oui. pour répondre vraiment à toutes les questions un peu concrètes sur le projet qu'on pourrait se poser. Et on n'a peut-être pas répondu à tout dans un podcast de 20 minutes. Donc ça, je pense que c'est disponible sur la page web de l'instance bassin de Liège, c'est ça? Oui, www.bassin-fe-liège sans accent.be. Ok. Donc on le remettra dans la description du podcast. Bah, Nadine, merci beaucoup. Beaucoup de succès dans le projet et on se reverra peut-être dans un prochain podcast pour décrire une prochaine étape du projet. Avec plaisir. Peut-être à une prochaine.